Moi, je vais vous parler du futur potentiel de Drupal en tant que bien commun, fédération, association, tous ces trucs-là. On va parler un peu de gouvernance, on va parler de finance, on va parler de plein de trucs stressants, mais aussi un peu exaltants. Ce sont des slides qui ont été faites par la Drupal Association, donc vraiment par, en l'occurrence, Tim Doyle, le CEO de Drupal. Et elles ont déjà été présentées un certain nombre de fois. Il y a eu notamment un webinaire le 28 mai. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont suivi. Donc c'était en anglais, présenté par Tim. Et moi, je vais vous faire les slides en anglais parce que j'ai pas eu le temps. Mais la présentation en français pour vous expliquer un petit peu quel est ce projet, de quoi ça parle et où on en est surtout. Donc, en gros, ne faites pas gaffe, ils ont mis tout le texte du monde sur les slides, vous n'êtes pas obligé de lire, je vais vous réexpliquer les points importants, mais au moins vous pourrez les retrouver et lire tranquillement tout le détail si ça vous intéresse plus tard. Donc en gros, là on est un peu sur une réflexion qui est un peu commune à pas mal de projets open source en général, sur comment on rend ça un petit peu soutenable sur le long terme d'un point de vue financier, mais aussi plus transparent et plus décentralisé par rapport à la gouvernance. Et en fait, on voit bien que là, il y a des problèmes qui se posent avec la manière dont c'est fait actuellement, avec la Drupal Association qui est aux US et qui a toute la responsabilité financière mais aussi logistique de gérer l'infrastructure Drupal.org et tout ça, d'organiser la DrupalCon, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers un modèle plus vertueux et de traiter Drupal comme un bien commun et quelque chose qui appartient un peu à tout le monde et où tout le monde a une voix. Donc pourquoi en fait on se pose la question maintenant? Il y a plusieurs raisons à ça. Avant de passer sur la slide, je vais vous donner mon point de vue parce que d'un point de vue européen, on a un petit peu une autre vision de la timeline aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les 2 dernières années, notamment si vous allez au DrupalCon, vous avez peut-être vu, les assos locales européennes, on a commencé à se fédérer déjà un peu spontanément. C'est-à-dire que traditionnellement, à toutes les DrupalCon Europe, il y a 1 heure de discussion entre les leaders des différentes associations européennes pour échanger, etc. Et on s'est dit, mais 1 heure par an, ça suffit pas. Ce serait bien qu'on continue à se parler en dehors parce qu'on a des gens qui ont des problèmes qui sont tous les mêmes. Les événements, combien de gens viennent, etc. Ou les finances, des trucs comme ça. Et il y a certaines associations qui ont des réponses, par exemple, typiquement, le top du top, c'est les Néerlandais. Ils ont des super événements qui marchent très bien, comme la Drupal Jam. Ils ont beaucoup d'argent parce que les sponsors sont là. Enfin, ils ont vraiment créé un super écosystème. Donc, comment est-ce qu'on peut gagner un peu de temps et puis s'échanger ces solutions? Donc, on a commencé à travailler de plus en plus étroitement et ça aboutit à 2 projets principaux. L'an dernier, à la DrupalCon, on a eu un stand, en fait, qui nous est fourni gratuitement en tant qu'asso local, mais où on a dû quand même investir financièrement un peu toutes les assos pour imprimer le fond avec les super designs, louer la télé au centre de convention pour mettre les slides des différents camps. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même un investissement où la France a participé et, avec d'autres pays. Mais ça pose un petit problème logistique, c'est que du coup, il y a une asso qui récolte les sous de toutes les autres assos, et puis qui va après verser les sous. Enfin, c'est un peu compliqué. Et le deuxième projet, c'est les sites qui sont partagés. Donc, je ne sais pas si vous étiez là à Lille, mais on a révélé notre nouveau site en fanfare. En fait, on a piqué la base de code des Néerlandais qui avaient payé une agence pour le faire et qui l'ont mutualisé, en fait. Nous, on a été les bêta-testeurs de ça, ils nous ont filé un zip et on a fait un site, quoi. Maintenant, il y a un vrai projet qui s'appelle LAEU, qu'on pourrait regarder. Il y a tout un écosystème. Chaque pays a son propre projet qui est dépendant. Et en fait, on a des systèmes de pipeline automatisés, etc. On est en train de créer un truc où il n'y aura qu'une base de code à maintenir, avec les config splits qui vont bien pour toutes les langues. Et je vous passe les détails, c'est très rigolo. Et à côté de ça, on veut payer en fait l'agence qui avait à l'origine développé ce site, donc Lemberg, les Ukrainiens, pour qu'ils nous fassent les mises à jour de sécurité, tout ça, sur la base commune, et qu'après, nous, on a juste une EMR automatique et on fait oui. Et comme ça, on n'est pas tous les bénévoles à toujours devoir gérer la maintenance des sites parce qu'on sait que... Voilà. c'est pas le truc le plus fun du bénévolat. Et donc là, on a à chaque fois ce problème de comment on gère la finance groupée, sachant qu'on est tous des institutions séparées, etc.
Donc, on était en train de se dire, est-ce qu'on fait un open collective? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut qu'on ait une structure européenne légale pour gérer ce fonds? Chacun balance des sous dedans et comme ça, on paye à un seul endroit, on fait un contrat avec cet asso-là plutôt. Et donc, évidemment, on en a parlé à la Drupal Association en disant, bonjour, on veut faire ça, mais c'est pas pour vous faire concurrence, c'est parce qu'on a besoin d'un truc pour simplifier les échanges financiers. Et il y aurait que des assos qui deviendraient membres. On va pas faire des memberships individuels qui concurrenceraient le programme des Ripple Makers, donc des memberships de la Drupal Association. Et en fait, ils étaient là, mais oui, c'est génial, ça tombe bien, parce que justement, nous, ça fait un moment qu'on réfléchit à faire une entité en Europe. Et du coup, c'est parti un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que là, l'idée maintenant, c'est de faire une fédération basée en Europe qui, en fait, remplacera la Drupal Association américaine sur tous les aspects, en fait, logistiques, financiers, etc. Donc là, on est parti à fond les ballons. Et donc, du côté de l'ADA, pour eux, il y a 3 raisons principales de vouloir, en fait, faire ça maintenant. Si on regarde un peu l'historique, je pense que tout le monde sait que Drupal est né en Belgique. Et au début, Dries, il faisait ça un petit peu de son côté, il payait avec son compte personnel, etc. Et au bout d'un moment, il a créé, donc en 2006, une structure légale en fait en Belgique, parce qu'il avait, par exemple, des problèmes de taxes, tout bêtement. C'est quand même plus intéressant de ne pas être taxé en tant qu'individu sur des choses qui relevaient en fait de l'associatif. Donc bon, il a créé cette structure. Et petit à petit, finalement, ça suffisait plus. Donc, ils sont partis aux États-Unis. Donc, ils ont créé la structure actuelle en 2011, qui est donc une 501. C'est un format spécifique qui s'appelle du coup la Drupal Association, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le groupe de travail dont je vais vous parler, il y a notamment Tiffany Faris qui fait partie des gens qui, à l'époque, ont géré cette migration de la Belgique vers les États-Unis. Donc, c'est intéressant parce qu'elle a vraiment de l'historique sur ça. Si on voit un petit peu, ils en ont mis un peu d'autres au hasard, mais voilà, plein d'associations locales se sont créées aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un écosystème assez riche. Et même aux États-Unis, ok, il y a la Drupal Association qui est techniquement la seule en fait qui représente le pays, mais ils ont aussi tous les. Je prends Drupal Camp Florida par exemple, ça fait 20 ans qu'ils envoient des événements tous les ans avec une super popularité, etc. C'est aussi une structure légale, même si elle s'appelle pas Drupal Association Florida, c'est Drupal Camp, mais ça reste un peu une structure quand même qui fait vivre Drupal. Du coup, là, on se rend compte qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut faire côté Drupal Association, parce qu'en fait, c'est très américain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent ça. C'est très centré sur les États-Unis en termes de com, en termes de manière de faire du marketing, de réfléchir, etc. Et actuellement, il y a plus de gens dans le board qui viennent de dehors des États-Unis que des États-Unis. Donc on pourrait se dire, en fait, c'est un peu équitable, il y a de la représentation. Mais c'est pas un truc qui est dans les statuts, c'est pas quelque chose de formel. Et il n'y a pas une manière vraiment formelle d'avoir une voix de tout le monde. C'est-à-dire que dans le board, il y a des élections tous les ans, il y a 2 personnes qui sont élues par la communauté, mais le reste, c'est des gens qui sont nommés. Donc au final, ça va aussi fluctuer en fonction de qui connaît qui, etc. Et donc on n'a pas vraiment une représentation égale et tout le monde n'a pas la même voix en fait dans la gouvernance du projet Drupal et de la Drupal Association. Donc ça, c'est un premier problème qui a été identifié depuis un petit moment. Surtout que quand on regarde les contributeurs, ça vient quand même beaucoup de chez nous. On pourra se la péter un petit peu, mais c'est vrai que on voit 44% de la contribution des contributeurs individuels, donc sur les 7280 qu'ils ont répertoriés là en 2024, c'est l'Europe. Alors bien sûr, North America, attention, ça inclut le Canada, et il faut savoir que le Canada contribue plus que les États-Unis. Donc là, pareil, quand on dit 28% North America, ouais, mais en fait, même là-dedans, les États-Unis sont pas forcément majoritaires. Donc si on fait la proportion de population, on se dit, oui, en fait, on est quand même vachement plus actif en Europe sur comment on fait avancer Drupal, le projet lui-même. Mais d'ailleurs, si on regarde les utilisateurs, là, ils considèrent que les comptes à jour, c'est des gens qui sont logués depuis 2019. Bon. Donc il y a 138 000 comptes. On voit que là, c'est un peu mieux réparti. Mais il y a quand même effectivement les 2/3 qui viennent d'ailleurs que l'Amérique du Nord. Donc, ouais. Ah oui, merde, du coup, pardon, c'est l'Asie. 32,2%. J'avais déjà oublié. Ouais.
Mais tu vois, si on compare avec la contribution, ça se corrèle pas forcément. Et c'est intéressant qu'il y ait autant de comptes là-bas, et je pense que là, c'est une immense majorité l'Inde dans l'Asie, parce que si on voit effectivement les autres pays, même si ça commence, là, il va y avoir une DrupalCon au Japon, c'est là en fin d'année. Donc ça commence, il y a un user group qui est assez actif, mais c'est vrai que c'est pas du tout comparable avec l'activité de l'Inde. Donc voilà, du coup, par exemple, il n'y a pas de représentation indienne là dans le board actuel. Bon, on pourrait se poser la question, parce que c'est quand même des gens qui investissent beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes dans le groupe LinkedIn Drupal France, vous voyez que les seuls qui postent, c'est une agence indienne qui partage des blogs régulièrement. Voilà, bon, ils font le taf, quoi. Donc, effectivement, ça pose un problème de dire, pourquoi c'est aux US alors qu'en fait, il y a tout le reste du monde, quoi. Et le deuxième problème, c'est les US eux-mêmes en ce moment. Et de manière générale, l'état du monde, on va dire, le petit moment joie et petite licorne. En ce moment, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe aux US, ce qui se passe même partout dans le monde, parce que même en Europe, il y a des volontés législatives sur l'open source qui sont des régressions, en fait, sur qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est la liberté, l'open source, etc. Et puis de balancer nos données sur certains types d'hébergeurs ou des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire là sur ces questions-là. Et on se rend compte que du jour au lendemain, la loi peut être changée, voire complètement ignorée même aux États-Unis. Il peut y avoir des subventions qui disparaissent. Voilà. Donc là, clairement, il n'y a pas un danger immédiat pour des associations open source. Mais le danger a quand même été identifié. Donc là, on est vraiment sur la gestion du risque. Il faut avoir un backup parce que si on a le moindre problème, tous les fonds sont aux US. Donc comment on paye le staff, comment on paye l'infrastructure, etc. Ça pose des vraies questions. Donc le fait d'avoir une entité dans un endroit plus neutre en Europe, où il y a quand même un petit peu plus de législation stable sur ces questions-là, et de réglementation en tout cas, et notamment là ce qui est observé c'est la Belgique, donc je vais vous en reparler un petit peu plus, mais il y a des structures légales pour les fédérations internationales en Belgique qui sont particulièrement bien appropriées pour nous. Donc l'idée ce serait d'avoir un backup en fait si jamais ça se passe mal, d'avoir donc là, mais il y a une slide après, c'est une AISBL, donc c'est fait exprès pour les fédérations internationales, mais t'inquiète, il y a des slides entières dessus, on va pas y passer trop de temps non plus. Du coup, et le troisième truc, c'est que en fait, la gouvernance, il faut qu'elle soit transparente et qu'elle soit distribuée. Là, c'est très centralisé, et en fait, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas décentraliser, justement, avoir un truc plus fédéral et plus souple aussi, pour que en fait on gère vraiment ça de manière équilibrée, c'est-à-dire que là la gouvernance elle est avec la Drupal Association, mais aussi la responsabilité, c'est-à-dire que c'est eux qui sont responsables par exemple de Drupal.org, du système de crédit, de tout un tas de trucs, et ce serait bien que ce soit peut-être réparti aussi plus équitablement, qu'il n'y ait pas qu'une asso qui gère ça, parce que du coup eux ils ne gèrent pas par exemple plein de trucs au niveau local qu'ils pourraient faire comme nous, comme on se concentre sur nos communautés locales, puisqu'ils sont occupés à gérer cette casquette de « on est l'asso au monde », ce qui n'est pas toujours forcément le cas, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Là, le problème qui se pose, c'est que la caillasse, elle vient plutôt, du coup, d'Amérique du Nord, en l'occurrence. Là, les 3/4 du financement, c'est 75,6%, vous ne voyez pas, mais c'est North America. Donc du coup, tu te dis, oui, du coup, s'il y a plus de sous là-bas, c'est logique qu'ils aient plus de voix, peut-être pas. Une des raisons de ça, c'est que le marché il est vachement plus large là-bas aussi. Historiquement, le modèle de financement de la Drupal Association, c'est la DrupalCon. C'est-à-dire qu'on crée cet événement et les bénéfices servent à financer Drupal pour le reste de l'année, le staff, etc. Ça, c'est un modèle qui a commencé déjà à s'essouffler en 2019. Et puis après, avec le Covid, il n'y a pas eu DrupalCon pendant plusieurs années. Enfin, c'est jamais revenu. Aux chiffres d'avant, pré-Covid, c'était environ 3000 personnes. Là, on est à 1200, 1003 en Europe et c'est pareil aux US. Donc, c'est vraiment, on n'est pas revenu sur les mêmes échelles. Et de toute façon, ça commençait déjà à être limite et c'est pas assez
c'est pas assez sécurisé en fait comme modèle de financement. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Voilà. Donc ça, c'était par exemple une des missions de Tim Doyle quand il a été recruté comme CEO, c'est trouve-nous un modèle de finance stable en fait. Donc ça fait 2 ans c'est pour ça qu'ils ont refondu un peu le programme de membership, la Ripple Maker, les Drupal Certified Partners, etc. pour essayer de faire rentrer des sous de manière un petit peu plus stable. Mais voilà, les partenaires par exemple, c'est quand même 52,6% North America aussi. Je crois que vous voyez les chiffres pour le reste, donc là il y a un peu plus l'Europe qui est représentée. Mais aussi, c'est logique qu'il y ait plus d'Américains pour une asso américaine, tout simplement parce que là-bas, tu peux déduire de tes impôts. Tout simplement, tu as du crédit d'impôt quand tu fais des dons, donc que ce soit sponsor de l'événement ou membership, etc. C'est déduit de leurs impôts, et ce que tu peux pas faire avec des structures qui sont hors US. Donc évidemment, il y a des intérêts pour eux de donner des belles sommes, que du coup tu retrouves pas sur le reste du monde, et forcément oui, quand on doit payer 100% de la somme, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce serait intéressant aussi d'avoir une structure en Europe qui permettrait de faire la même chose, et notamment aussi pourquoi pas de postuler à des bourses de la Commission européenne, des choses comme ça. Il y a déjà eu un programme de bug bounty avec l'UE qui a bien marché, où ils finançaient du coup les récompenses. Donc il y a des choses qui peuvent être faites qui actuellement avec une structure américaine ne le permettent pas. Donc, bon, on parle fédération, c'est quoi une fédération? L'idée, c'est d'avoir un modèle de gouvernance partagé, mais que chaque structure qui en est membre reste indépendante. C'est-à-dire que Drupal France et Francophonie, ça restera Drupal France et Francophonie. Pardon, j'y arrive plus. On aura notre propre compte bancaire, on ne va pas donner tous nos sous et tous nos sponsors à la fédération, je vous rassure tout de suite parce que c'est la première question qu'on m'a posée. Chaque entité reste indépendante, mais du coup, elle a cette gouvernance un peu par-dessus là. J'ai cherché la slide, mais elle n'est pas là. Il y en aura une plus tard qui montre un peu un petit effet visuel pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais oui, voilà, en gros, l'idée, c'est les entités existantes deviennent des membres et votent ensemble vers la direction du projet et des choses comme ça, et mettent en commun des ressources potentiellement financières aussi pour gérer le fonctionnement du projet, tout simplement. Donc, c'est vraiment une alliance, c'est pas une seule entité qui dirige tout. Donc là, la question qui tue, c'est où est-ce qu'on va créer cette fédération. Donc là, ils ont regardé s'ils pouvaient faire évoluer la structure de l'asso US. Alors c'est possible sur certaines conditions de changer, parce que là, en fait, l'idée, ce serait que ce soit les membres qui aient des voix. Et c'est pas comme ça que ça marche actuellement dans la Drupal Association, c'est un board qui est nommé. Donc c'est pas les membres qui décident, en fait. Donc il y aurait une manière structurellement de réécrire les statuts, de changer un peu de format pour que ça marche, mais c'est pas vraiment suffisant, ça résout pas le problème par exemple de la résilience par rapport au climat politique. Du coup ils ont regardé plein de trucs, et finalement ce qui est ressorti avec les avocats, les spécialistes, etc. qu'ils ont déjà consultés, c'est l'association internationale sans but lucratif de la Belgique. Alors qu'est-ce que vous voyez? Pas grand chose. C'est fait exprès pour des structures comme nous, c'est-à-dire associations non-profit internationales. Il n'y a même pas besoin d'avoir un membre en Belgique. Donc en fait, si Drupal Belgique dit ouais, moi, votre fédé, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas grave, on peut quand même créer cet asso international. C'est fait exprès. C'est beaucoup plus flexible en termes de structure légale, dans les choses qui sont obligatoires ou pas obligatoires. Ça propose quand même un système assez flexible, donc il y a peu de choses obligatoires, je vous les montrerai après. Et alors, il y a un truc, apparemment, c'est hyper intéressant d'un point de vue légal. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe parce que j'ai pas encore creusé le truc, mais c'est reconnu officiellement par un décret royal belge, et apparemment, ça, en termes de réassurance et de reconnaissance au niveau international, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Et puis, le fait que ce soit dans l'UE, comme on disait, pour les bourses, pour plein de trucs, c'est intéressant aussi. Donc, pour l'instant, c'est ça, cette piste-là qui est explorée. Qu'est-ce que ça ferait? Exactement ce que la Drupal Association fait, gérer tout ce qui est le branding, Drupal.org, les choses comme ça, gérer les événements, le partage de code, tout ce qui est système de crédit, tout ce qui est membership, etc., tout ce qui est les pipelines, les tests automatisés, l'infra, enfin tous ces trucs, localize, tous ces trucs-là. Et puis, chaque membre aurait une vraie voix, une vraie représentation dans l'Assemblée Générale. Alors, ça ressemble exactement à une asso française. Il faut faire une AG tous les ans, et puis voilà, le board vote. Voilà. Un membre égale une voix, etc.
Et ça pourrait faire aussi des trucs que la DA fait pas encore actuellement, c'est-à-dire par exemple être un hôte fiscal pour les structures qui en ont besoin. On pourrait dire, bah ouais, moi j'ai pas de structure légale, mais j'ai besoin d'organiser un événement. Et ben cette fédération pourrait servir d'hôte fiscal et de dire, bah ouais, ok, vous passez par moi pour avoir une localisation financière, un compte bancaire, etc. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut inventer, les gens ils posaient les questions, on pourrait peut-être mutualiser des ci, des ça, on peut faire plein de trucs, ce sera à nous d'en décider en fait. Voilà, c'est un peu ce schéma que je cherchais tout à l'heure, il y aurait une sorte de parapluie où il y a la fédé au-dessus et chaque entité qui reste indépendante, etc. Mais chaque entité a le droit de voter. Bon, on en a mis là au hasard, mais toutes les structures qui existent légalement actuellement pourraient être dedans. Alors, on commence juste. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un petit moment qu'ils ont commencé à travailler. Ils ont déjà balancé pas mal de sous dedans parce que il faut des avocats, il faut des spécialistes internationaux. C'est quand même pas donné. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un working group. Donc, il y en a pas mal dans la Drupal Association sur différents sujets. Notamment, ces dernières années, c'était beaucoup le marketing, l'innovation, etc. Donc là, il y a un International Federation Working Group officiel qui, du coup, est principalement composé de membres du bureau. Donc il y a Tim Doyle, il y a des gens qui sont des têtes connues, je pense pour vous, Badi, qui est islandaise mais qui du coup représente plutôt l'Allemagne, Tiffany Faris dont j'ai parlé tout à l'heure, Alex Moreno qui a été élu au board l'an dernier, enfin il y a pas mal de monde. Il y a surtout Sachiko Muto qui, elle, en l'occurrence, est la directrice de l'Open Forum, je sais plus, collective, je sais plus exactement le terme. Bref, en tout cas, c'est exactement une fédération. Elle a beaucoup d'expérience dans ces trucs-là. Elle a bossé avec l'UE, donc on a des gens qui savent de quoi ils parlent, ça c'est cool. Et il y a des glandus comme moi et un autre représentant justement du network dont je vous ai parlé tout à l'heure, NEDA. Donc Joris Verkamen de Belgique et moi, on a été élus fin mai pour représenter l'Europe. Merci, c'était un dur combat. Vous pouvez retourner voir sur l'issue si vous voulez. On était 5 ou 6 à se présenter. Et ouais, donc en fait, voilà, on est dans ce board. On a fait 2 réunions pour l'instant, donc on peut vous dire que voilà, il y a des réunions toutes les 2 semaines. Sauf qu'on a une timeline un petit peu enthousiaste. Et là, on a incorporé des nouveaux membres Australie, Burkina Faso, Japon, Inde, pour essayer d'avoir un peu de représentation aussi dans ce working group. Et alors, du coup, elle est où ma timeline? Voilà. En gros, là, on est dans la phase 1. Donc, on doit voir un petit peu les principes de base. Ça va être quoi la gouvernance, comment on fait pour les sous, des choses comme ça. Et en fait, le board doit voter en juillet. Ce qui paraît super tôt, vu que la première réunion a eu lieu début juin. Mais en fait, pourquoi? Tout simplement parce que les budgets, ils ont été votés. Et du coup, là, ils sont en train de balancer des dizaines de milliers de dollars pour quand même voir si le projet est viable déjà. Et donc, ils doivent faire un vote pour réallouer les budgets pour que ce soit quand même un petit peu légal, tout ça. Si le vote, c'est oui, et qu'on voit qu'il y a du potentiel, et qu'on a réussi à convaincre quand même des assos locales de rejoindre cette fédération et que ça vaut le coup, donc phase 2, ça va être la phase la plus intense, c'est de faire la paperasse, de faire tout ce qu'il faut pour faire une demande en bonne et due forme, écrire les statuts, décider de la gouvernance, enfin tous les trucs vraiment les plus ennuyeux du monde, mais les plus cruciaux pour que ça marche, et recruter un max d'assos local pour être membre fondateur. Et donc à Vienne, quand ce sera le meeting annuel du board, il va y avoir un deuxième vote pour dire ok, on y va pas. Parce qu'au final, il faut au moins 3 membres. Donc a priori, avec les gens qui sont déjà dans les réunions, on devrait être bon. Mais si on voit que ça intéresse 3 assos sur les 101 assos qu'on a référencés actuellement, ce sera une fédé de personnes en fait. Il faut que le projet enthousiasme la majorité des institutions qui existent actuellement. Donc si ça marche, le reste de l'année, ce sera faire la vraie demande, créer tout ça, gérer le staff qui est actuellement embauché par la Drupal Association. Est-ce qu'il sera embauché par la Fédé ou par des assos locales? Parce que comment on fait les contrats, comment on transfère les fonds, enfin c'est quand même pas si simple non plus. Voilà. Donc timeline un petit peu agressive, mais on y croit. Au pire, on décale. Mais en fait, et c'est assez logique, ce qu'ils se sont dit, c'est si on se met pas des jalons tout de suite, il va jamais rien se passer parce que en fait, une fédération ou une gouvernance européenne, ça en parle depuis au moins tout ça.
Donc, depuis avant que je sois dans la communauté, visiblement, c'est un sujet récurrent. Donc là, comme c'est eux qui lead le truc, on y va. Donc, ce qu'on disait sur les AISBL, là, c'est qu'il y a 5 trucs qui sont imposés. Bon, le nom de l'organisation, je pense que ça va, on survivra. Le but et les activités qui doivent être, du coup, internationaux, ça, c'est facile aussi. Là où ça devient rigolo, c'est pour nous le 3 et le 4. Comment on décide qui a le droit d'être membre? Parce que, est-ce qu'on dit, bah, ouais, une asso égale un membre? Bah ouais, mais c'est facile, du coup, ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ont une voix. Parce qu'il n'y a que la Drupal Association. Est-ce que c'est juste que les États-Unis n'aient qu'une voix, alors qu'en Europe, on est genre 17 ou 20 assos? Peut-être pas très cool. Est-ce que les... Pardon? Il y a 2 assos en Allemagne. Voilà, en Allemagne, ils ont 2 assos, parce qu'ils en ont une qui n'a pas le droit d'avoir des sous et une qui a le droit d'avoir des sous pour organiser les événements. Si on prend UK, ils en ont 3, parce que Drupal Scotland, c'est pas la même chose que UK and Wales. Ok, legit, pourquoi pas. Mais pareil, si on prend... pareil, même les Néerlandais, ils ont une asso qui fait que l'événement Drupal Jam et une autre qui fait d'autres trucs. Enfin, du coup, il y a des structures légales qui existent. Et il y a, à l'inverse, beaucoup de gens qui organisent des trucs et qui n'ont pas une structure légale, qui passent par exemple, je crois que Drupal South, qui est la grosse conf en Australie, en fait, ils n'ont pas d'asso. Ils passent par la Linux Foundation pour gérer les sous et tout ça. Mais c'est un événement énorme. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas de voix? Parce que structurellement, par défaut, pour être membre, il faut une entité légale. Mais on a le droit dans les statuts de changer ça et d'avoir plusieurs types de rôles et de membership. Donc là, c'est ce qu'on a, voting members, machin. On peut décider de faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est là le côté flexible qui devient intéressant. Mais du coup, c'est quoi les droits, les devoirs des membres? Est-ce que, par exemple, ils sont obligés de venir et de dire on paye X dollars tous les ans pour avoir le droit, enfin euros du coup, pour la peine, pour avoir le droit d'être membre? Ou est-ce qu'on dit bah non, chacun donne en fonction de ses moyens sans obligation? Enfin, ça, c'est toutes les questions qu'il faut que nous, on définisse et que ça convienne à la majorité de la communauté aussi. Comment est-ce qu'on dit, bah voilà, si au bout de 2 ans, j'ai plus envie d'être dans la fédé, j'ai le droit ou pas? Comment ça marche? Voilà, ça, c'est des questions qui tuent. Et surtout, bah, la gouvernance, quoi. C'est-à-dire, qui décide de quoi? Actuellement, il y a, par exemple, c'est pas la Drupal Association qui décide qu'est-ce qui va dans le corps de Drupal, par exemple. Ça marche pas comme ça. Driss, il est project lead, mais il y a une place dans le board, mais c'est pas le board qui décide. Le board, il décide combien de sous on met dans l'infrastructure, est-ce qu'on recrute quelqu'un pour le marketing, des trucs comme ça. Mais c'est la communauté et les core maintainers et tout ça qui décident qu'est-ce qu'on met dans Drupal, etc. Et donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on change de fédé que la structure même du projet va changer en termes de code, etc. Donc ça fait partie des trucs qu'il faut écrire noir sur blanc. Parce que si c'est la fédé qui a les sous, on se pose toujours la question de dire est-ce qu'elle peut imposer des trucs. Il faut qu'on garantisse ça, que ça ne va pas déborder. D'ailleurs, à propos de ça, il y a aussi la gestion des trademarks. Comment on fait pour être sûr qu'on n'ait pas un coup à la WordPress ou si Driss il a plus envie de nous donner comment ça marche? Parce que là, actuellement, il a donné une licence perpétuelle pour Drupal et DrupalCon à la Drupal Association, du coup, qui en est maîtresse. Mais c'est quand même lui qui les possède. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais c'est lui qui les possède parce que ça coûte 50 000 $ par an de garder cette trademark et la Drupal Association n'a pas les sous. Donc, pour ça que c'est Driss qui la garde actuellement. Lui, il aimerait bien justement transférer ça à la fondation, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Parce qu'en fait, dans le droit américain, quand tu as une trademark, tu dois land force, c'est-à-dire que tu dois prouver que tu t'en sers, machin et tout, et il y a des frais associés à ça, et s'il y a quelqu'un qui essaye de l'attaquer, ben, c'est... J'avais jusqu'à quelle heure, normalement? On avait 10 minutes de retard. 10h30. Ouais. J'ai presque fini. Donc voilà, du coup il y a des petits trucs comme ça que je découvre en étant dans ce groupe, que c'est pas si simple. Pour moi c'était évident que il faut donner ça à la fondation. Pourquoi c'est Driss qui le garde? Parce qu'il paye. C'est gentil, merci Driss, pardon d'avoir douté de toi. Mais ouais, effectivement, c'est ce que j'ai posé la question. J'ai dit mais demain il se prend un bus, comment ça marche? Qu'est-ce que légalement est déjà fait là-dessus? Comment on transfère ça vers l'Europe? Ou est-ce qu'on les garde aux US? Enfin, il y a plein de questions sur ça. Et puis ouais, bien oui, pourquoi pas, il peut être voilà, le jour où il a plus envie de payer, peut-être qu'on trouve les sources de revenus d'abord. Et le dernier truc, c'est il faut certaines garanties fiscales, etc. Mais ça, en fait, ils le font déjà avec la DA. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai une question. Oui. On en a déjà parlé et peut-être c'est encore un peu tôt pour avoir des réponses, mais la DA aujourd'hui, elle est beaucoup financée par le programme Ripple Maker,
pense que la raison pour laquelle l'Europe a moins participé à cet écosystème financier, c'est aussi parce que la DA elle est un peu lointaine et qu'on a moins une vision des retombées quand on vient donner. C'est beaucoup les gens qui ont les moyens et qui se disent ok, c'est pour le projet. Là, on raccourcit un peu la distance. Et donc, avec cette fédération, je pense que psychologiquement, les gens vont plus facilement donner à cette fédération. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions vis-à-vis du programme Ripple Maker et d'un équivalent européen? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Fédé aboutit, c'est plus la Drupal Association qui aura ces sources de revenus-là. Ça bascule vers la fédération. La Drupal Association actuelle deviendrait la Drupal Association of USA. Ce sera une asso locale qui se concentrera sur des actions locales, faire des événements, etc. Elle n'aura plus la responsabilité de l'infrastructure, etc. Donc elle n'aura plus non plus effectivement le programme de membership, etc. Ça bascule sur la Fédé. Les responsabilités et les revenus associés à ça basculent. Donc ça c'est sûr. Le fait que ce soit en Europe, du coup, on aurait peut-être des programmes qui permettent, pareil, d'avoir des exemptions d'impôts, des crédits d'impôts, etc. sur les assos européennes. Donc pareil, comme tu dis, distance psychologique aussi plus faible, parce que si tu as une voix dans le board, tu te sens un peu plus impliqué. Et je pense que pour les entreprises aussi européennes, à moins d'être une très grosse boîte à l'international, ça t'intéresse plus d'être visible localement sur les assos, les assos locales, les événements locaux où tu vas avoir des potentiels clients, des potentiels développeurs à embaucher, que de l'autre côté du monde où finalement tu n'as pas de marché. Il faut déjà avoir une certaine taille pour être intéressé à ça. Donc je pense qu'effectivement, s'il y a un truc en Europe, il y aura peut-être plus d'incentives aussi pour les entreprises européennes à participer dedans. Mais pour l'instant, ça, c'est des trucs, encore une fois, qui sont en discussion. Donc justement, si vous avez des choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez qu'on discute en réunion, il faut me le dire et qu'on les remonte. Et en fait, nous, à chaque réunion, on fait des comptes rendus pour expliquer où on en est et voir que ça correspond à ce que la communauté attend, en fait. Est-ce que ça signifie... Dépêche-toi. Est-ce que ça signifie que Team, Drum et tous ceux qui sont... On sait pas. S'ils vont être embauchés par la Fédé, bah ouais, peut-être, mais on sait pas. Peut-être que du coup, la Fédé va laisser un financement à la DA pour qu'il fasse un contrat américain à ces gens. Mais c'est une question qu'on s'est posée. Parce que là, par exemple, si on avait quelqu'un dans le staff de la fédération qui est français, eh ben, est-ce que nous, on va nous demander à nous, parce qu'on est français, de faire un contrat français? Bah là, actuellement, la structure de l'asso ne nous le permet pas. Il faudrait faire évoluer notre asso déjà pour qu'on ait le droit de salarier des gens. Pour l'instant, on peut pas. Donc, c'est des questions qui se posent. Est-ce que tout va passer par la Fédé? Mais en fait, faire un contrat avec des Américains depuis Bruxelles, c'est compliqué aussi. Donc, c'est pas forcément possible. Donc, ça fait partie des questions de dire, ok, bah, si tous les financements vont dans la Fédé, mais qu'il faut quand même que ça passe par des assos locales, bah, faut leur reverser les sous. Donc, c'est tout un tas de trucs qu'il faut qu'on regarde aussi par rapport aux dispositions légales de ce genre de transfert, si c'est taxé, si c'est pas taxé. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Donc pour l'instant, en fait, c'est merveilleux. Le staff de la DA bosse sur ce sujet en sachant pas si ça veut dire qu'ils auront plus de contrats dans un an parce qu'on aura changé de système et que du coup, on va embaucher d'autres gens ailleurs en Europe ou quoi à leur place. C'est un petit peu chaud, quoi. Ils sont quand même sympas, je trouve. Donc ouais, pour l'instant, on sait pas. C'est des trucs qu'il faut qu'on définisse. Et du coup, les seuls trucs obligatoires dans la gouvernance, c'est hyper similaire à ce qu'on a nous. Il faut une AG tous les ans. Voilà. Mais on n'est pas obligé de se voir en personne parce qu'ils ont quand même prévu le truc que c'était exprès pour des fédérations internationales, donc ça c'est bien, on peut faire une visio. On vote le budget, on valide le bilan moral, enfin c'est exactement ce qu'on fait tous les ans avec une AG française classique. Et il faut qu'il y ait un bureau, quoi. Donc c'est les deux trucs obligatoires, donc c'est hyper simple. Et après, nous, on peut créer d'autres structures, on peut faire un conseil de sécurité, un conseil d'administration, on peut faire ça comme on veut pour avoir la structure qui nous convient, mais voilà. Pourquoi c'est cette structure qui est la plus en vue? Parce que niveau obligation légale, c'est quand même assez léger et on peut assez rapidement monter quelque chose. Voilà. Du coup, il y a 1000 questions sur, ouais, voilà, comme tu demandais, d'où viennent les sous, qui récupère les sous, comment on fait pour le staff, comment on fait pour coordonner les trucs, qui a une voix, comment on devient membre, tous ces trucs-là qu'on doit débroussailler avant juillet. Donc voilà, pensez pour nous. Ils nous ont dit quand on a postulé, c'est 4 heures par semaine de boulot. Bon, on va voir. Les trademarks, voilà, gros sujet aussi. Donc globalement, là, l'idée, c'est quand même de partir sur un truc le plus collaboratif et le plus décentralisé, équilibré, transparent possible. Même si c'est peut-être un peu utopique, mais il y a d'autres
Si on prend par exemple la fondation Eclipse, ils viennent de bouger d'une entité américaine vers une entité exactement, cette structure-là belge, pour des questions de résilience aussi, des questions de toutes ces questions-là, financement, etc. Et ils ont une super FAQ si ça vous intéresse d'aller voir comment eux ils ont géré les transferts de membership, les trucs comme ça. Et en tout cas, voilà, eux ils sont en train de finaliser cette transition-là. Donc on voit que dans l'écosystème open source, etc., dans des grosses structures, la fédération devient un peu un modèle de gouvernance qui est pas mal. Il y en a d'autres, mais là spécifiquement ce qui est intéressant, c'est que c'est le même modèle que ce que nous on envisage. Voilà.